Bonjour à vous. Donc, je vais vous présenter le travail qu'on a fait avec mon équipe. Donc, moi, c'est Yacine. Il y aura Sarah qui va présenter les dashboards et il y a Julien qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Donc, nous, notre objectif, c'est de faire une data platform pour la consommation électrique. Donc, nous récupérons en fait les données de Linky de la maison de Julien, donc directement grâce à un Home Assistant. Et après, nous récupérons en fait toutes les données RTE, également toutes les données euh, de la météo pour pouvoir en fait utiliser des modèles de machine learning pour prédire la consommation électrique de la maison de Julien, donc sur 3 jours, et pour prédire en fait la couleur tempo, parce que sur des contrats d'électricité comme EDF, où on a euh, différentes couleurs, rouge, bleu et blanche, les tarifs, en fait, les prix diffèrent selon la consommation, selon en fait la période. En heure creuse, ben, on paye beaucoup moins cher qu'en heure pleine. Tout ça, l'objectif, en fait, c'est de consommer l'électricité quand il y a moins de monde. Et donc, nous, notre objectif aussi de machine learning, c'est de pouvoir prédire à l'avance quel jour et à quel horaire on aura, en fait, est-ce que c'est une couleur, est-ce que c'est un tempo bleu, rouge ou blanc. Donc, pour ce faire, première partie, on a monté toute une architecture. Donc, ça, c'est un peu le récapitulatif de l'architecture qu'on a utilisé et que a monté Julien dans son serveur à la maison. Donc, du coup, on a un Home Assistant, c'est un Z-Linky qui va pousser par event la consommation électrique de Julien sur Mosquito, qui a un MQTT broker. Et après, on a utilisé Kestra. On n'a pas voulu utiliser Airflow parce que Kestra, il est plus adapté à tout ce qui est event streaming. Donc, on a Kestra qui va faire l'office de Airflow, qui va être notre orchestrateur, scheduler, et où on va pouvoir et aussi faire un peu de ETL, ELT. On a également créé une base de données PostgreSQL, TimesQLDB, donc orienté time series, parce qu'on a des events et encore plus, on a de la consommation électrique. Donc, la base de données PostgreSQL, c'est celle-là. Donc, bien sûr, avec le schéma médaillon, gold, raw, pour nous, raw, c'est bronze et silver. Et donc, ça, cette base de données PGA, enfin, PostgreSQL, c'est un peu notre mini data warehouse pour les données structurées. Après, en fait, on a décidé de faire un mini data lake où, en fait, on a créé un S3-like avec Garage. Et en fait, c'est là où on va mettre des fichiers JSON qu'on va transformer en fichiers parquet qu'on va consommer après. Et par rapport au machine learning, on a essayé de mettre ça en concert avec ce qu'on a vu dans d'autres cours. Donc, on a ajouté MLflow pour pouvoir en fait suivre tout ce qu'on fait côté expérience ML et les traquer. Et après, côté visualisation, en fait, tout ce qu'on consolide, on le pousse en tant que document sur Elasticsearch et qui est consommé par Kibana pour faire de la visualisation. À savoir aussi qu'on utilise DBT. Et en fait, sur Kestra, il y a une image qui inclut DBT directement sur Kestra. Donc, c'est l'image Kestra-DBT. Et donc, en fait, sur Kestra, on fait soit directement de l'event grâce à Mosquito et on rajoute une couche de procédure stockée SQL pour que enfin, ça soit rapide. Soit on utilise DBT, soit on utilise des scripts Python. Donc en fait, on a vraiment essayé de faire un peu de tout. Donc ça, c'est pour la partie architecture. Donc en fait, également, toute notre archi est exposée sur Internet. Donc vous allez pouvoir trouver kibana.lafrance.io, kestra.lafrance.io, s3fast.lafrance.io. Ici, je vous montre le PG admin, mais en fait, il est sur Docker et il n'est pas accessible sur Internet. Donc là, si je reviens par exemple, sur notre serveur et que j'exit Docker PS, en fait, on a installé Airflow pour tester, mais on a vu que ça ne marchait pas, on l'a laissé. Mais en tout cas, on a bien Kestra DBT, on a notre Kibana, on a notre Elasticsearch et on a notre Postgres qu'on a appelé Airflow, mais en fait, on n'utilise plus Airflow, c'est plus
notre base de données Timescale DB. Et donc ça, c'est pour la partie architecture. Pour la partie flows, euh, je vais pas, en fait, on en a 17, donc je vais essayer d'être un peu dans le méta. Donc, ce qu'on a fait, c'est bien sûr, on a suivi le schéma médaillon. Donc, on récupère nos données de trois sources donc, principales. La première source, c'est le MQTT, donc en fait le Linky de Julien. Donc, je vais récupérer le ingest. Nous, en fait, on a appelé raw et ingest bronze. Donc là, pour faire très simple, sur Kestra, c'est des fichiers YAML. Donc, en fait, il va aller euh, se linker en fait à un topic et qu'on s'est fait sur ce topic real-time trigger. En fait, on va rajouter directement une ligne sur raw.linky. Et après, on a cela fait appeler le flows MQTT Link et Silver, qui lui appelle directement une base de données, une procédure stockée pour que ce soit assez rapide et qui puisse en fait intégrer ça en fait dans la Silver. Et après, on a également la Gold. Du coup, la Gold, c'est plus une consolidation. La Silver, en fait, elle s'appelle directement après l'ingest, alors que la Gold, en fait, elle se fait tous les 5 minutes. Et donc ça nous permet en fait de consolider la donnée de consommation électrique du foyer de Sylvain. On a également Open Météo. Ça, directement, en fait, on est allé récupérer sur OpenWeather sur Paris directement la température, la précipitation, le wind, etc. Qu'on pousse en tant que fichier JSON dans notre S3 Fast qui est notre petit data lake et donc qui suit en fait un, un schéma médaillon. Donc en fait là on aura des fichiers .json et après sur le Open Meteo Silver en fait ça sera des fichiers parquets. Et donc ici on a des validation rules où on va aller flaguer, taguer en fait est-ce que la ligne elle est valide ou est-ce qu'elle est suspicious, par exemple si la température est 90 degrés, etc. On fait un peu de data quality. Donc, donc MQTT, c'est plus du time series et Open Meteo, c'est plus de du S3 Garage, Data Lake. Et après, pour RTE, c'est pareil, on va aller récupérer en fait les données de RTE suivant le schéma médaillon. Euh, Ici, en fait, on pousse directement sur notre base de données time series pour récupérer la donnée de RTE. Donc, c'est la production nationale, que ce soit de l'éolien, de l'électricité, du gaz. Après, en fait, on a nos pipelines de machine learning qui sont Tempo Forecast 7D et Linky Forecast 3D. Donc ça, en fait, c'est pour forecast le tempo. Donc est-ce qu'en fait, on est en heure creuse ou heure pleine? Est-ce qu'on est en jour bleu, rouge ou blanc? Ici, c'est pour pouvoir forecast et donc prédire en fait la consommation du foyer de Julien sur 3 jours. Et après, on a 5 Elastic Flow. Ça, c'est flow, en fait, ça nous permet juste de pousser nos data, que ce soit nos data sur notre base de données PG ou sur notre S3. En fait, ça nous permet en fait de prendre ces datas-là et de l'indexer directement sur nos index élastiques. Donc ici, en fait, si on revient sur Elastic et qu'on voit nos indices en fait qui sont utilisés, c'est tout ce qui est index underscore, parce qu'on n'a pas voulu en fait utiliser on a voulu euh, utiliser une naming convention. Ici, ça c'est que d'historique, mais en tout cas, ça c'est nos indices qu'on utilise pour pouvoir projeter et faire nos dashboards que Sarah va nous présenter dans la foulée. Merci Yacine pour cette présentation aussi pertinente que passionnante. Je me permets de reprendre le relais et pour vous présenter, comme le disait mon collègue, les dashboards. Alors pour ce faire, permettez-moi de vous rappeler brièvement l'objectif global de notre projet. L'objectif est de pouvoir aider un particulier à mieux gérer sa consommation d'électricité, mais aussi sa facture par rapport au tarif tempo. Et le point clé, c'est de comprendre les rouages qui se cachent derrière ce tarif que nous présente EDF, aussi appelé et connu sous le terme tempo.
Alors, l'offre Tempo, c'est un prix au kilowattheure qui change selon les jours. On a des jours qui sont tagués ou qualifiés comme des jours bleus, qui sont moins chers, plus abordables. On a des jours qui sont tagués ou qualifiés de jours blancs, qui eux ont un prix qui est assez intermédiaire. Et puis on a des jours qui eux sont tagués comme étant rouges et qui sont beaucoup, beaucoup plus chers. Donc pour payer moins, il faut surtout éviter de consommer pendant ces périodes rouges et d'essayer de déplacer ces usages. Le problème, c'est que RTE, tout comme EDF, ne nous donne pas une visualisation à horizon suffisante pour pouvoir prévoir nos consommations. Et c'est exactement le but de notre projet. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ces jours rouges n'arrivent pas au hasard, ils apparaissent quand le système électrique est sous contrainte, c'est-à-dire quand la demande est forte et ou quand l'offre disponible est plus difficile à assurer. Cette offre dépend d'un mix qui est énergétique et c'est simplement la répartition de la production au niveau national entre le nucléaire, l'hydraulique, l'éolien, le solaire et j'en passe. Ce mix-là varie en partie à cause de la météo. Ça peut interloquer à premier abord, mais c'est tout à fait naturel quand on pense notamment aux ressources qui sont renouvelables comme l'éolien et le solaire. Et le but de notre premier dashboard, c'est justement de pouvoir mettre en avant ce lien et ce rapport entre la météo euh, et justement la production énergétique. Donc, permettez-moi de présenter ce premier dashboard. Donc, c'est exactement ce qu'essaye de faire notre premier dashboard. Il essaye de concrétiser, de montrer et de mettre en avant comment la météo fait bouger notre production et notre mix énergétique. On a un premier bar chat de production sur les 30 derniers jours qui permet d'illustrer la répartition du mix et surtout comment il se recompose. On peut l'observer ici. Quand une source baisse, on voit immédiatement qu'il prend le relais. Notamment le 14 février, on voit que les productions en tête sont le nucléaire, mais aussi les productions éoliennes. Et on voit sur un jour où la production éolienne est beaucoup plus basse, c'est plutôt le nucléaire et l'hydraulique qui dominent. Ensuite, on a une deuxième représentation, ou plutôt un deuxième graphique, qui nous permet de superposer à la fois la vitesse médiane du vent avec la production éolienne. Et on voit visuellement, de façon assez claire, qu'il y a un effet causal. Quand le vent baisse, la production en éolienne baisse inversement, ce qui nous paraît assez naturel. Et enfin, du coup, à partir de ce deuxième graphique, on peut intuiter une corrélation que l'on prouve sur notre troisième graphique avec la corrélation entre la production éolienne et la vitesse en km/h du vent. Ce n'est donc pas juste une impression visuelle, ce n'est pas juste une intuition, c'est quelque chose qu'on prouve bien avec une corrélation positive. Vous nous direz pourquoi l'afficher en permanence. Et ben, ça nous permet surtout de garder un œil sur nos données et de pouvoir détecter s'il y a un concept ou un data drift qui pourrait intervenir à travers le temps. Donc ensuite, on a un deuxième dashboard qui est celui du Linky, puissance instantanée et consommation tempo. L'idée ici, c'est de croiser la production qui est celui du Linky, puissance instantanée et consommation tempo. Je tiens d'ailleurs à m'excuser pour ma voix qui est assez basse et ma difficulté à débiter. Je suis malade et j'espère que vous m'en excuserez sincèrement. Donc pour ce deuxième dashboard, notre objectif était de mettre en place un dashboard qui passe justement de cette vision macro qu'on vient de voir avec le premier dashboard à une vision qui est plus foyer et qui puisse parler directement aux ménages. Vous pouvez d'ailleurs le voir avec notre première visualisation qui est celle de la puissance instantanée. Cet indicateur est à nos yeux le plus direct et celui qui peut le plus parler à tous les ménages puisqu'il permet de comprendre un peu quels sont nos créneaux à risque, quelles sont nos habitudes, quels sont les horaires vers lesquels on a le plus de pics, le plus de consommation. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs comme analyse sur le foyer de Julien puisqu'on a remarqué qu'on avait des pics qui commençaient aux alentours de 19h-20h
qui était assez récurrent et qui s'accompagnait d'un deuxième pic dans la journée, en commençant à partir de 11:00, et qui s'affaissait, qui atteint son taux maximal à 14:00 et qui s'affaisse plutôt vers 16:00. Et c'est justement ces remarques-là, avec ces pics, récurrents, et journaliers, qu'on a décidé, et qui nous a motivés, à, prendre l'approche, du, Sarima, qu'on détaillera, plus tard, au niveau de la troisième représentation. Ensuite, permettez-moi de passer, à la deuxième représentation, qui est celle du cumul de consommation par tarif tempo. En fait, là, notre objectif, n'est plus de savoir combien on consomme, mais quand on consomme et par rapport à quel prix. En fait, ici, on a un intervalle, on retrieve nos données, par 12 heures et du coup, c'est ce qui explique que parfois on a 2 labels, le rouge et le bleu, ou le blanc ou le rouge, puisque ça s'interpole sur, 2, journées, successives. Donc, ici, l'objectif de ces barres empilées, c'est de montrer la part de consommation faite en jour bleu, blanc ou rouge, et permettre, la lecture, immédiate, de savoir, quelles sont, les parts significatives de rouge, et de comprendre pour pouvoir, déplacer, nos usages, comme, la machine à laver, chauffe-eau sur des heures qui soient, plus, qui ne soient pas les heures pleines, mais plutôt les heures creuses et adapter ainsi, nos habitudes. Ensuite, au niveau du troisième graphique, ici, l'objectif, c'était d'avoir un outil, de pilotage qui puisse être, anticipative, avec une fourchette, basse, moyenne et haute, avec, la courbe basse étant le scénario le plus optimiste, la courbe moyenne, le plus probable et la courbe haute, le plus pessimiste, symbolisant ici, l'incertitude, autour, de nos prévisions. Et ça permet de justement, comme je disais, quantifier l'incertitude et permettre, de réaliser des arbitrages, sur nos consommations qui soient, plus responsables, qu'on soit plus conscient des réelles tranches, sur lesquelles, cela peut s'aligner. Enfin, on a notre, 4e et dernière visualisation et qui est aussi l'une des plus pertinentes, puisque ici on a fait un choix, opérationnel, de ne pas, prédire, un seul label, soit bleu, soit blanc, soit rouge, mais, permettre à l'utilisateur d'avoir une certaine conscience, et de pouvoir, quantifier, la confiance, qu'on a sur, nos prédictions. Par exemple, pour le 3 mars, on ne dit pas que ça sera une journée bleue, on dit qu'il y a 64 de chances qu'elle soit bleue. Et cela, lui permet d'être, Heu, plus responsable et plus, en contrôle pour, réaliser son risk management et mieux pouvoir gérer, efficacement, ses consommations. Avec, notre, 3e, dashboard qui, à mes yeux est un peu la pierre angulaire, puisque nous permet de répondre à la question: «Est-ce qu'on peut faire confiance à cette prédiction tempo?» OK, certes, on donne à notre, foyer, à notre utilisateur une certaine prédiction, de consommation en fonction, de ce qu'on pense être, le jour bleu, rouge ou, gris, ou, blanc pardon. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à cette prédiction? Et c'est ce que ce dashboard, essaye de nous dire. D'abord, à droite, on voit notre matrice de confusion, qui nous permet on voit, très bien avec chaque colonne, bleu, blanc et rouge, ce que sont, genre, nos vraies, valeurs, nos vrais labels et les lignes correspondent à nos prédictions. Et du coup, chaque, élément correspond à l'intersection, des 2. Et la diagonale nous permet de savoir, les valeurs qu'on a réussi à, bien, prédire. On voit que le bleu, c'est celui qu'on arrive le mieux à prédire. On voit qu'au niveau du blanc, il y a une confusion avec le bleu, qui est, importante. Et enfin, pour le rouge, on voit que la confusion se fait, aussi avec, le bleu. Maintenant, ce qu'on a voulu, fournir aussi, c'est une certaine explicabilité, à ces prédictions. Pourquoi on a ces confusions entre, bleu, blanc, rouge, entre blanc et bleu et rouge et bleu?
Et c'est ce qu'on permet, de donner avec, le graphique, de gauche, avec, d'abord, 3 éléments distincts à comprendre, à définir. D'abord, la courbe bleue, qui n'est pas seulement, un score, en kilowattheures, mais qui correspond plutôt à une consommation qui est mise à l'échelle. En fait, le but, c'est de pouvoir, comparer nos jours entre eux, avec 0 qui correspond à un jour normal. Le score le plus haut, c'est la journée la plus, énergivore et inversement. Ensuite, on a 2 lignes importantes à distinguer, qui sont notre seuil blanc et notre seuil rouge. Si la courbe bleue dépasse le seuil blanc, bah, c'est qu'on est et ne dépasse pas le seuil rouge, c'est qu'on est dans un jour blanc. Si, elle dépasse le seuil rouge, c'est que, c'est, dans le seuil rouge. Un autre truc qui est important, à remarquer, c'est que nos seuils, ils sont recalculés au fur et à mesure. C'est des seuils qui sont, relatifs. Hem Et adaptatif et qu'on recalcule automatiquement à partir des dernières semaines pour, coller au mieux, au contexte et donc comme on peut le voir, au fur et à mesure du temps, on a le seuil blanc et le seuil rouge qui, se rapprochent et il est plus difficile pour nous de distinguer, les jours, très hauts, des jours moyens, et c'est ce qui fait, globalement qu'on a quand même une forte confusion, heu pour les jours qui sont, blancs, et rouges. Donc je vous remercie, d'avoir, regardé, notre vidéo. On espère que notre travail, vous a plu et on se tient à votre disposition pour répondre, à toutes, questions. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Les cours ont été, pour nous tous, d'un fort intérêt et on espère vous revoir bientôt.